En direct, découvrons l'histoire des soldats de Hanouka de 1940. Hommage au commando Tsarfati. Erev Tov, bonsoir. Nous sommes tous prêts à écouter maintenant et à commencer à participer à notre conférence de ce soir. Alors, le titre, c'était les soldats de Hanouka, hommage au French Commando. Alors, je dois vous dire que la veille de Hanouka, si on parle des soldats de Hanouka, c'est tout à fait cohérent. Mais quel est le rapport avec les French Commando? Et à cela, j'ai trouvé deux liens que je voulais vous transmettre maintenant. Le premier, c'est au niveau des dates. Ce French Commando, il s'agit d'un commando français qui a participé dans 6 mois, 8 mois à la libération d'Israël. Eh bien, il a été en contact avec l'ennemi pour la libération de Beersheba et après d'une colline qui est juste à côté, la colline 13. Et ces deux événements se sont passés au moment de Hanouka, le Kaf Dalet Chodesh Kislev. C'est-à-dire, si vous faites attention, ce soir, c'est la Haskara de tous ces soldats qui sont morts à ce moment précis. Et c'est, si vous voulez, le premier élément, le premier lien entre ces deux périodes, Hanouka et ces soldats, eh bien, c'est tout simplement l'histoire qui s'est produite à cette époque de l'année, au moment du Kaf Dalet 24 du Chodesh Kislev. Mais je pense qu'il y a encore un autre lien, encore aussi, si ce n'est pas aussi fort. Ils ont tous les deux incarné un sens du devoir, habités de la même flamme. Les Hashmonaïm, il y a 2000 ans, et les soldats d'Israël qui ont participé à la libération du pays en 1948. Alors, qui étaient ces groupes? Qui était ce groupe de French Commando, ou Commando Tsarfati, ou Commando français si vous préférez, mais c'est en fait la même unité dont on parle. Il était en partie composé de francophones, une grande partie de francophones. Alors, des pays forcément de France, de Belgique, mais d'Algérie, Maroc, Tunisie. Et j'ai repéré dans les tombes qui sont donc au niveau du kibbutz Revivim, il y avait aussi des personnes allemandes, d'origine allemande et d'origine yougoslave. Si vous me posez la question, est-ce que toutes étaient juives? La réponse est non. Et le premier d'entre eux, c'était leur commandant, Teddy Dupré, qui va devenir Teddy Ethan en ivrite, est un résistant de la première heure en France. La guerre de 39-45 terminée, il s'engage et il répond à l'appel du cœur au niveau d'Israël. Alors, l'histoire de ce commando, pour être franc, n'est pas très connue. Il mérite de l'être, mais il n'est pas très connu. Et c'est par le mérite d'une personne qui s'appelle Pinchas Bartov, citoyen d'honneur de la ville de Ra'anana, nonagénaire, qui nous a fait découvrir ce groupe-là, particulièrement ce groupe d'élite. Ce n'est pas qu'il nous a parlé de ce groupe, il a parlé d'un homme qui s'appelait André Alemi, un ami. Et l'hommage de ce soir, c'est par rapport à cet ami, son ami, André Alemi, qui en fait découvre une partie de l'histoire personnelle qui se confond avec l'histoire du peuple d'Israël en 1948. Alors, ils étaient promis à un brillant avenir, mais ils ont choisi de répondre à l'appel du cœur, de répondre à l'idéal et de devenir sauver la nouvelle patrie. C'est un devoir de mémoire. Je pense qu'il nous habite ce soir tout d'abord, puisque ces jeunes, ils sont décédés à l'âge de 20 ans, ils n'ont pas de famille, n'étaient pas mariés, pas d'enfants. Et donc, quelque part, si j'ai lu Kaddish, c'est parce que je me sens quelque peu le dépositaire de ces gens qui ont eu le mérite de donner leur vie à un moment donné de l'histoire d'Israël. Et donc, ce devoir de mémoire fait que nous rappelons leur mémoire, mais leurs actions, et c'est ce que nous ferons ce soir avec nos intervenants. Alors, pour votre information, un des plus célèbres membres de ce commando n'est rien d'autre que le grand rabbin de l'armée d'Israël, qui était le Rav Gad Navon Zatzal, qui était un homme charmant au demeurant, mais qui était aussi un grand militaire. Et donc, cet homme-là fait partie du commando à Tsarfati. Et donc, on évoquera la mémoire et l'action de ce grand rabbin au niveau de ce groupe, mais aussi pour faire connaître l'information sur le commando à Tsarfati. Où ont été enterrés ces soldats? Eh bien, à Revivim. Alors, ce kibbutz est connu en partie parce que le nom doit vous sonner, puisque c'était le kibbutz de Golda Meir. Et donc, de ce fait, on comprend très bien que c'est une région, on est à côté de Beersheba,
mais c'est aussi une idéologie où on accepte le principe, c'est que les jeunes étaient enterrés dans le kibbutz le plus proche et dans le carré militaire, et donc reposent ici même. Alors, c'est une soirée d'études, soirée d'hommage, soit aussi d'espoir, que je fais en partenariat avec l'Irgun, l'organisation Lilmod, mais aussi le groupe Beno Gross, que j'ai le plaisir de rappeler la mémoire de ce grand philosophe, et les consistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui participent avec nous. Et pour ce soir, eh bien, notre premier intervenant, c'est le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Et je dois vous dire que c'est bien évidemment un grand honneur, mais c'est aussi un grand plaisir de savoir qu'il a répondu spontanément à notre appel quant à la question de participer, de rendre hommage à un groupe de personnes qui sont décédées il y a depuis 70 ans, 75 ans. Alors, un grand merci au grand rabbin de France qui participe et qui va nous livrer le premier témoignage, son témoignage, dirions-nous ainsi, son message, et nous l'en remercions dès à présent. Bien, cher monsieur le rabbin, mon cher Sadia, merci beaucoup. Je voudrais dire à tous nos amis qui nous écoutent en France, en Israël, qu'en fait, c'était impossible pour moi de refuser. D'abord parce que cette demande est légitime par rapport à mon engagement. Je suis toujours dans la réserve citoyenne, autrement dit des retraités de l'armée, mais je n'oublie jamais ma carrière dans les armées. J'ai une fidélité pour cet engagement tout à fait particulier par les armes. Et donc, quand tu m'as parlé de ce moment à partager, j'ai évidemment dit oui. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment nos longues années de partage à l'école rabbinique, puis dans nos communautés parallèles. Et compte tenu de tout cela, je ne pouvais pas te refuser. Et je ne voulais pas te refuser parce que je trouve formidable cette façon très juive finalement de garder la mémoire. Et garder la mémoire, ce n'est pas uniquement commémorer. J'ai bien aimé la façon dont tu as présenté les choses. En fait, il ne s'agit pas de commémorer ce qu'ils ont fait, mais de remémorer, c'est-à-dire de revivre ce qu'ils ont vécu pour essayer d'en tirer un enseignement pour nous. Fondamentalement, la proximité entre cet engagement des jeunes Français, mais d'autres, il y avait d'autres nationalités, mais il y avait en gros 700 Français, donc ce qu'on appelait Mahal, 700 Français pour rentrer dans un groupe qui s'engageait. Mahal, c'était l'acronyme de ceux qui s'engageaient pour Israël venant de Chutz Laaretz. Et donc, parmi ceux-ci, 700 Français, ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils étaient peu contre beaucoup, et on pourrait reprendre tout le rituel de Hanouka, Meatim, ils étaient peu contre beaucoup, ils étaient pas puissamment armés contre des gens puissamment armés, mais ils avaient le souffle. C'était chacun et chacune, parce que chacun et chacune, étaient tous Ish Asher Ruachbo, et une personne investie du souffle. Qu'est-ce que Mahal et qu'est-ce que ce commando? Et j'étais très touché que tu rappelles qu'à la tête de ce commando français, de ce groupe français qu'on a appelé parfois le bataillon 75, il y avait quelqu'un qui n'était pas juif et qui s'appelait, alors je diffère sur le nom, il s'appelait Tadé Difre. Et si je regarde à côté de moi, c'est que cet homme était l'un des 1021 compagnons de la libération. Vous savez qu'en France, le général de Gaulle a créé un ordre qu'il a arrêté. C'était ceux qui sont engagés pour la défense de la France, les compagnons de la libération, 1021 plus 5 villes. Actuellement, il reste un seul survivant, M. Germain, puisque Daniel Cordier vient de décéder. Et donc, il reste un seul survivant. Le dernier survivant des compagnons de la libération sera enterré au Mont-Valérien. Cet homme qui a dirigé ce bataillon, ce commando à Tsarfati, était donc Tadé Difre. Il va prendre un nom israélien, il s'appellera Edi Etan. Certains disent Teddy, mais en fait, je dis Edi parce que c'est sous ce nom, d'Edi Etan, qu'il va écrire un livre en 1950 qui s'appelle Negev, l'héroïque naissance de l'État d'Israël. Et donc, on a un homme qui n'est pas juif, mais qui s'engage pour la création, l'avènement de l'État d'Israël. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Je ne veux pas rentrer dans des explications psychanalytiques, mais c'est probablement, pas à cause de lui, probablement de la même façon, il y a beaucoup de parallèles, de la même façon que le général de Gaulle, le 25 août 1944, dans son discours devant la cathédrale à Paris, Notre-Dame de Paris, explique,
Paris, Paris martyrisé, Paris libéré par lui-même. La geste du général de Gaulle consiste à dire que Paris et la France ont été libérés par les Français. C'est une histoire qui factuellement n'est pas vraie, mais par exemple, la survalorisation de notre histoire en France du commando Kiefer, qui a fait un travail extraordinaire, 171 membres, le commando Kiefer arrive après le débarquement. La réalité, c'est que le débarquement américain permet aux forces françaises de l'intérieur, puis aux forces françaises libres de l'extérieur, soit les FAFL pour l'armée de l'air, soit les forces françaises libres, de venir intervenir, de se regrouper. Mais on a survalorisé le commando Kiefer. De la même façon, en Israël, dire que l'État d'Israël s'est construit avec des gens qui sont étrangers et qui ne vont pas rester, pour une grande partie, ils vont participer au combat, certains vont mourir, c'est-à-dire, tu as raison de le rappeler, mais pour une grande partie, ils vont retourner dans leur pays d'origine, eh bien, ça ne correspond pas à l'histoire qu'on veut raconter. Voilà pourquoi il y a une sorte de minoration de cette part historique et une sorte, je ne dirais pas d'oubli volontaire, mais une sorte de sujet qu'on n'aborde pas. Et pourtant, tu l'as très justement rappelé, les combats clés autour de Be'er-Sheva, du 12 au 22 octobre 1948, vont être remportés par ce bataillon, par le commando Hatzarfatit. Et moi, je vois dans cette volonté de s'engager, et je prendrai, tu as pris, M. Halimi, permets-moi de prendre un autre exemple d'un combattant connu, mais pas parce qu'il a fait Mahal, mais parce que c'était un homme extraordinaire. C'est un ami que j'avais, qui est mort maintenant, et à son âme. Il s'appelait Joe Vacheblad. Joe Vacheblad, c'est une histoire incroyable. Il est à Auschwitz, il a 16 ans, et il réussit à échapper à toutes les sélections à l'intérieur du camp. Et Joe, un jour est pris, il est envoyé dans la chambre à gaz, donc c'est fini. Mais par miracle, et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi, par miracle, la chambre à gaz s'ouvre, 40 personnes sortent de la chambre à gaz se referme, et tous ceux qui étaient dedans sont gazés meurent. Sur les 40, il y en a 3 qui vont survivre et qui vont témoigner après la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres mourant dans le système concentrationnaire et sa violence et sa haine des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils sont pris, ils sont dans la chambre à gaz. Mengele passe à ce moment-là et demande de quel droit on a envoyé des gens à la chambre à gaz sans son autorisation. Il cingle le visage du SS qui est là, il ordonne qu'on ouvre les portes, on ouvre les portes, donc les 40, dont Joe Vacheblad, sortent, et puis il décide de continuer le gazage des victimes qui sont là, mais ces 40, sur les 40, donc 3 vont survivre, vont raconter cela, dont Joe Vacheblad. Et Joe Vacheblad, que j'ai connu après la guerre, décide de s'engager dans Mahal. Et il va participer à ces combats, comme beaucoup d'autres. 700 Français, et tu as raison, c'est-à-dire, rappelons-le, des Français de métropole et des francophones d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Disons-le, pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'il y a eu des tensions entre Français de métropole et Français ou francophones des pays du Maghreb, avec, y compris le chef, d'ailleurs, dit qu'il faudrait avoir une considération moindre, disons les choses publiquement, pour les Juifs francophones, les Français en tout cas d'Algérie, et les francophones de Tunisie et du Maghreb. Et ce que je voulais vous dire, c'est lire, vous voyez, dans le dictionnaire des compagnons de la libération que j'ai, je voudrais vous lire, non pas toute la lire, mais vous dire qui est ce Tadé Dif, qui est cet homme. Et je vais vous dire, à mon sens, c'est légitime qu'un homme tel que lui s'engage pour la création de l'État d'Israël. Voilà cet homme, il est né le 24 octobre 1912 à Cambrai, dans le Nord, fait des études secondaires, il va au lycée Louis-le-Grand à Paris. Après son bac, il fait une carrière dans l'administration coloniale, et de 36 à 40, il est dans les services au Congo. En 1940, en août 1940, au Congo belge, c'était comme ça qu'on disait à l'époque, il prend contact avec les autorités britanniques pour aller à Londres. Finalement, il reste sur place et il rallie au général de Gaulle tous les territoires qu'il commande en Afrique équatoriale française. Le 28 août 1940, donc vous voyez, il est très rapide pour s'engager auprès de Gaulle, malgré l'opposition de son supérieur. Chaque fois, il va être en opposition à son supérieur et ça arrivera également dans le commando à Sarfati. Immédiatement après, il provoque le ralliement des territoires voisins anciens en dépit de l'opposition de Vichy.
Vichy a une politique violemment antisémite. Elle est plus violemment encore antisémite en Algérie et en Afrique. Presque partout en Afrique. Il avait été réformé, il avait été réformé, c'est ça qui est incroyable. Il avait été réformé définitif, donc, avant la guerre. Et donc, il s'engage comme volontaire au bataillon de marche de l'Afrique française libre, on appellera le régiment de marche du Tchad. Et donc, il est blessé dans la campagne de Syrie, il est promu sous-lieutenant après 3 mois, et il rentre dans la colonne Leclerc, ce qu'on appelle la force L. Il participe à des combats de la Tripolitaine, de la Tunisie, il est 3 fois cité. À l'été 1943, c'est une date très importante, je vous demande vraiment de retenir cette date. À l'été 1943, à la suite de la campagne de Tunisie, il est chargé en Tunisie et en Algérie d'une mission de propagande pour rallier les forces françaises libres. Si je dis que l'été 1943, c'est très important, c'est que dans notre histoire, c'est une année terrifiante, 1943. Le 8 novembre 1942, il y a eu le débarquement américain à Alger, 8 novembre 1942, l'opération Torche. Dans ce groupe en Algérie qui va aider et permettre le débarquement américain, sur 376 personnes, il y a 322 juifs, et à la tête de tout le groupe, un homme qui s'appelle Joseph Bouquet. Moyennant quoi, c'est un général 5 étoiles qui n'est pas de Gaulle et dont je déteste prononcer le nom, qui prend le pouvoir à Alger, et tous les juifs attendent qu'une seule chose, de pouvoir s'engager pour les combats de la France. Mais on n'en veut pas, on n'abroge pas l'abrogation du décret Crémieux qui, en 1940, les avait rejetés de la nationalité française. Mieux que ça, ce général, dont vous connaissez le nom, si vous ne connaissez pas le nom, ce n'est pas fondamentalement très grave, ce général, en mars 1943, abroge à nouveau le décret Crémieux, rejetant encore une fois les Juifs en dehors de la nationalité française et les empêchant de s'engager. Et il y a une lutte terrible, pas exclusivement là-dessus, mais aussi là-dessus, entre De Gaulle et lui. De Gaulle l'emporte, et en octobre 1943, il va abroger l'abrogation du décret Crémieux et permettre aux Juifs français de s'engager pleinement dans les combats. C'est pour ça qu'on va les retrouver avec Join, qui n'était pas le plus grand philosémite qu'on puisse imaginer, et avec d'autres dans la campagne d'Italie, Monte Cassino, les combats de l'île d'Elbe, etc. Et ce général, dont je ne veux jamais citer le nom, disait au début 1943, tout n'est pas à rejeter dans la Révolution nationale. Donc on a des gens qui se disent on va se libérer des Allemands, mais on va continuer à garder le mouvement de la Révolution nationale qui est profondément antisémite. Et on a des gens comme Tadedif qui font ce qu'on appelle à l'époque de la propagande pour, en Tunisie et en Algérie, engager tout le monde, dont les Juifs, à s'engager pour défendre les armes à la main, la France. Et il va provoquer l'engagement dans la deuxième DB de 1200 jeunes Français évadés, mais il y a beaucoup de Juifs qui vont s'engager grâce à lui dans la deuxième DB pour entamer cette remontée qui va l'emporter jusqu'à la cathédrale de Strasbourg, selon le fameux serment de Koufra. En 1943, après le départ du Félon, enfin de ce général, il est chef de cabinet du haut-commissaire aux colonies à Alger. Donc vous voyez toujours un tropisme colonial. En 1944, il s'engage au bataillon de choc, il prend part au combat de la libération et termine la guerre avec le grade de capitaine. Il va travailler chez Pleven, donc, qui est le ministre des colonies puis des finances. Il est envoyé aux États-Unis auprès de Jean Monnet, la délégation française de la conférence à San Francisco, et c'est là que ça intervient. En 1948 et 1949, il se met en disponibilité pour s'engager volontairement dans l'armée israélienne, où il est commandant, et il forme ce fameux commando. Et c'est-à-dire, je voudrais vraiment insister pour ce qui, pour moi, est le plus important. C'est que il y a dans la création et l'émergence de l'État d'Israël quelque chose de convergent avec la vocation de la République et l'apparition de la Révolution française. Ce souffle de liberté, c'est le même qui va animer les créateurs, les fondateurs de l'État d'Israël. Depuis l'émergence de l'idée d'État d'Israël, que ce soit par exemple pour Herzl, ou qu'on le veuille ou non, Herzl pense à la création de l'État d'Israël dans le drame de l'affaire Dreyfus. Il est confronté à cette haine et il se dit il faut qu'il y ait un lieu
qui soit la centralité du judaïsme, et l'histoire a montré qu'il avait raison. Mais cette idée de création de l'État d'Israël, ou de défense de ce qu'était cette espérance d'un État à venir, eh bien, les jeunes Français, comme d'autres, mais les jeunes Français qui ont cette vocation, qui sont animés du souffle républicain, ils le vivent dans leur tripes. Je veux juste continuer sur cet homme incroyable, le Tavedif. Après les combats en Israël, donc je vous ai parlé de cette opération autour de Beersheva, il va continuer dans la politique, puisqu'il va avoir des choses assez extraordinaires. Il va en Ubangui, il est conseiller technique, encore une fois, auprès du président du Conseil, René Pleven, président du Conseil puis ministre de la Défense nationale. Il va être chef de cabinet du secrétaire d'État à l'Outre-mer. Il va travailler en Océanie, en Polynésie, là où on va commencer les travaux sur les essais nucléaires. Il est conseiller technique, enfin on le fera après ça, mais on a commencé à Rélisane en Algérie, puis après on passera en Polynésie. Mais il est conseiller technique, il est ministre de l'Industrie, vous voyez, il y a une sorte de logique, puis de la santé, dont on a tant besoin. Il va ensuite travailler avec Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, où il va être secrétaire général du gouvernement, et il meurt dans un accident de voiture dans les Hautes-Pyrénées en 1971, le 30 décembre 1971. On est à quelques jours de cet anniversaire. Ce que je voulais vous dire, c'est, voilà la cohérence d'un homme. C'est qu'au fond, chaque fois qu'on a quelqu'un qui défend la liberté, il doit être amené logiquement, légitimement à défendre l'existence et la vie de l'État d'Israël. Défendre l'État d'Israël, c'est défendre le droit, c'est défendre celui qui affirme toujours Tzedek, Tzedov. Et parfois, l'État d'Israël, et parfois les Juifs, nous nous sentons seuls. Et si tu permets, c'est-à-dire, je voudrais conclure avec un tout petit Dvar Torah, c'est que lorsque l'ange a changé le nom de Jacob, il ne faut jamais oublier le contexte, Vaïvater Yaakov Levado. Jacob était resté seul. Et comme nous le sommes parfois, seuls, on a le sentiment d'être isolé, abandonné, on sent l'indifférence autour de nous, que ce soit nous en tant que Juifs ou que ce soit l'État d'Israël. Eh bien, que fait l'ange? Il change le nom de Jacob en Israël. Israël s'écrit Yud Shin Resh Aleph Lamed. Regarde, le Yud représente Yitzhak et Yaakov. Le Shin représente Sarah. Le Resh représente Rivka et Rachel. Le Aleph représente Abraham et le Lamed représente Léa. C'est-à-dire que dans le nom que Jacob se voit attribuer, il y a symboliquement les 3 patriarches et les 4 matriarches. Comme si on nous dit, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes porteur de cette histoire. Vous êtes porteur de cette force, de ce souffle que vous ont transmis les patriarches et les matriarches. Finalement, ne pas être seul, c'est se sentir responsable de l'histoire. Voilà ce que dit Rashi, grand maître français de l'interprétation de la Torah et du Talmud. Il dit dans le premier Rashi de la Torah sur Bereshit, pourquoi Dieu n'a pas commencé la Torah au chapitre 12 de l'Exode avec la première mitzvah, Chodesh Hazeh Lachem Yerosh Chodashim, ce mois-ci sera la tête des mois. Koach Maasa Vigid Leamo la tête Lehem Lachal Goïm. L'Éternel a raconté la puissance de ses actes pour justifier qu'il puisse nous donner Nachal Goïm, l'héritage. Lorsque Rashi continue avec une vision quasi prophétique incroyable, lorsque les nations viendront vous dire vous êtes des voleurs car vous avez volé la terre, nous leur dirons non, Dieu l'a promis à nos ancêtres. Et nous l'avons mérité parce que nous en avons hérité. Donc je crois que c'est très important ce que tu fais aujourd'hui, mon cher Sadia, de rappeler la mémoire de ces héros qui ont contribué à la création de l'État d'Israël en restant éminemment fidèles aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ils ont été des grands Français et ils ont été des grands bâtisseurs de l'État d'Israël, du rêve de ce qu'était et de ce qu'est aujourd'hui encore l'État d'Israël. Eh bien, de tout cela, ils sont aussi dans nos ancêtres dont nous gardons la présence réconfortante, rassurante, quand, c'est bien ce que disent les maximes des pères, Bimkom Shem Ish, Ishtadel Yot Ish, eh bien, dans un temps où il fallait être un homme, un mensch pour s'engager, ces gens qui étaient pour partie des rescapés de la Shoah, pour partie des gens qui retrouvaient leur dignité d'être français pleinement et totalement, ben, ils ont fait le choix de poursuivre cette dignité humaine française en allant contribuer à la création de l'État d'Israël. Et c'est tout l'honneur qui est le tien de leur rendre hommage ce soir. Cheikh Chaim, merci beaucoup pour ce message tout à fait important.
En fait, il résume. Je te montre le livre, voilà, que tu vois bien. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. C'est le dictionnaire des. Il est d'autant plus d'actualité puisque un des derniers membres de la Libération a disparu ces derniers temps en la personne de Daniel Cordier. Cordier je crois, qui avait dans les 100 ans. Donc, je veux dire, un personnage qui a traversé le siècle. En tout cas, un grand merci pour cette information, plus que cette information, pour ce message, car je voulais, au-delà de l'histoire de Hanouka et au-delà de l'histoire de ces personnes, c'est faire passer l'espoir. L'espoir que de tout temps, des hommes ou des femmes sont prêts à se lever pour défendre la liberté, certes. Mais je crois qu'on peut rajouter un autre terme qui est fondamental dans notre lexique, c'est la notion de Géoula, de délivrance. Nous sommes en période d'exil et qui ne peut dire qu'à l'époque de la Shoah, nous n'étions pas en exil de Betort, Goy, Mitor, Kerev, Goy, c'est-à-dire à l'intérieur de double exil. Eh bien, à ce moment précis, des gens ont eu la capacité de se lever, de se battre, et c'était le moment pour nous, en tout cas, de reconnaître leur grandeur, leur bravoure, et pour nous de constituer un exemple. Chaim Corsia, un grand vin de France, merci beaucoup pour ton intervention. Bien évidemment, tu peux rester. Nous continuons notre voyage et à bientôt. Non, Sadia, si tu permets, j'ajoute un tout petit mot, vraiment, j'ai honte de m'imposer à nouveau, mais vraiment, je me disais, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de concret qui sorte d'un partage, et je voulais vraiment te remercier de ce partage. Tu sais, Sadia, parce que je t'avais associé à mes travaux il y a quelque temps, que je suis le secrétaire général du Souvenir français. Et ce que je me propose, dès que les frontières seront ouvertes et qu'on pourra circuler sereinement, si Dieu veut, très bientôt, je me propose avec toi d'aller faire une visite, d'aller faire une prière sur la tombe de tous ces héros, et de voir si le Souvenir français peut faire quelque chose pour l'entretien de leur tombe, ce qui est notre vocation, entretenir les héros morts pour la France. Ceux qui sont morts pour la création de l'État d'Israël sont morts aussi pour le souffle qu'incarne la France dans le monde entier. Merci à toi et une bonne soirée. Nous continuons tout de suite avec notre prochain intervenant, c'est Chaim Pinchas Bartov. Comme je vous l'ai expliqué, c'est cet personnage mythique pour Anana qui a su nous donner la force de transmettre et la volonté de vous parler de ce sujet-là, Pinchas Bartov. Alors, en raison de son âge, il nous était plus facile de l'interviewer. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous allons pouvoir écouter les raisons qui l'ont motivé, qui lui ont donné cette force jusqu'à cet âge magnifique que nous lui souhaitons jusqu'à 120 ans, d'avoir cette force de nous transmettre ce message. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Ra'anana, au domicile de Pinchas Bartov. Alors bonjour Pinchas, nous avons eu l'occasion plusieurs fois de parler en fait d'un projet que vous tenez à cœur, qui était de commémorer la Skara des soldats qui faisaient partie du groupe du French Commando ou Commando à Tsarfati. Et ce groupe-là, lorsque vous m'avez posé la question est-ce qu'il y a moyen de continuer et perdurer leur mémoire, j'étais en fait tout à fait dans un stade de questionnement. De qui s'agissait-il? Qu'ont ils fait? Et donc aujourd'hui, avec vous, j'aimerais pendant quelques instants que vous nous disiez, M. Bartov, comment avez-vous connu l'existence de ce groupe? Je m'appelle Pinchas Bartov, je m'appelais René Tayeb. Je suis originaire d'Algérie, de la ville de Constantine. Et en 1947, oui, c'est bien ça, en 1947, un nouvel élève juif s'était joint à nous dans notre classe au lycée d'Aumale. Il était très sérieux, un peu distant, mais on sentait qu'il savait beaucoup de choses. Il n'était pas originaire de Constantine, mais de Borjbo Haredi, fils du rabbin de Borjbo Haredi. Son nom était André Halimi. J'ai été flatté parce que on a eu un très bon contact et j'étais au fond un de ses amis.
André Halimi est un garçon formidable. Il lisait beaucoup, il écrivait des poèmes et il était très, très recommandé par le professeur de littérature. D'ailleurs, ses dissertations étaient les meilleures. Et souvent, le prof de littérature les lisait devant la classe entière. Donc, on revient en 47, je vous parle de la fin du trimestre 47, c'était la Noël. André Halimi, venant de Bordeaux-Ridge, se trouvait dans ce lycée comme interne. Et pour les fêtes, il rentrait chez lui. Et voilà que pour la Noël, les vacances de Noël, tous les internes repartaient. Un jour après, ma femme et moi, ma copine, mon amie et moi, en se promenant, on le voit assis. Et je lui pose la question, comment tu n'es pas rentré chez toi, André? Il se met à rire et me dit, je rentre chez les miens. J'ai trouvé ça un petit peu drôle. Et tout en parlant, il nous dit, je suis obligé de vous quitter, permettez-moi de vous embrasser. C'était très, très... Je ne comprenais même pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire vous embrasser? Il nous embrasse et il s'en va. Le soir, chez moi à la maison, on tape à la porte, 2 gendarmes. René Taïeb, oui. André Halimi, vous l'avez vu? Ah oui, je l'ai vu. J'avais tout de suite compris qu'il y avait quelque chose avec la Alia. Et je leur dis, oui, je l'ai vu. Enfin, en classe, quoi, il est parti chez lui. Si vous avez un contact avec lui, vous êtes obligé de vous présenter au commissariat et de donner toutes les coordonnées. Depuis, plus rien. Je ne l'ai jamais revu, c'était fini. 1950, j'épouse ma femme et nous montons en Israël. Et depuis 1950, je n'ai eu de cesse qu'à chercher André Halimi. Je ne savais pas ce qu'il était devenu. Je ne savais pas ce qu'il avait fait. Et ce n'est qu'un peu plus tard, j'apprends par un garçon d'Algérie qui s'était occupé de ça, qu'il avait falsifié les papiers d'André et qui lui avait permis de passer en France et que par la suite, il était monté, mais en soldat, qu'il avait fait la guerre. Il n'était pas sûr, mais on lui avait dit que André était mort. Oui, cher Pinchas, alors je voudrais continuer. Je comprends que c'est la recherche d'une personne, d'un ami, André Halimi, qui vous a amené à découvrir l'existence en fait de ce French Commando. Vous avez eu une rencontre exceptionnelle, on peut la nommer ainsi, avec le Rav Gad Navon qui a été le Rav Arachid de Tzahal, de l'armée d'Israël. Et ce Rav Gad Navon a été aussi membre des commandos de Tsarfati. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre rencontre avec le Rav Gad Navon? Vous savez, quand on m'a dit qu'il était mort pour la patrie, je cherchais dans tous les monuments aux morts d'Israël où est-ce qu'il était tombé et où est-ce qu'il était enterré, dans quel cimetière militaire. Impossible de savoir ça. Vous vous rendez compte, de 1950, il m'a fallu attendre 1995. Je ne savais rien, moi, sur le commando de Tsarfati. Et voilà que des copains et moi, dont Yossele Zad, Yossele Bouskila, Yossele Bartzion, que beaucoup connaissent malheureusement,
chacun s'est dit, il faut trouver une personne qui puisse nous diriger. J'ai eu la chance de me présenter devant le Rav Gad Navon, Rav Arashi Shel Tzahal. Je m'étais dit, mais enfin, le grand rabbin militaire doit savoir quand même où sont ceux qui sont tombés pour la patrie. Où est-ce qu'ils ont été enterrés? Ou il pourrait me donner au moins le nom ou l'adresse de quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec le Rav. Il m'a fallu attendre à la Kéria de l'époque, en bois et des bancs de bois, et en été, et attendre plus de 2 heures. Un monde fou se trouvait là-bas. Et j'entends alors que je m'étais dit vers 11h, il m'avait dit 11h, 11h midi. À 1h30, je n'étais pas encore passé, et j'entends le Rav dire Alisa, fais venir le chauffeur, je m'en vais, j'ai quelque chose de très important à faire. C'est à ce moment-là que je m'étais levé, et j'ai dit, mais enfin, je suis là depuis ce matin, vous m'avez vu. J'ai une question à poser au Rav. Alors, tout doucement, elle se glisse, elle lui dit, il y a un juif ici qui veut vous parler. Bon, qui est-ce? J'arrive, je me présente. Je suis Pinchas Bartos de Constantine d'Algérie. Je cherche mon ami de classe. Quoi? Je dis André Halimi. C'était mon ami à Constantine, au lycée d'Aumale, et depuis 1947, je ne l'ai plus revu. On m'a dit qu'il était tombé. Quel nom? Je dis André Halimi. Et je vois le rabbin s'approcher de moi, s'esclaffer, pleurer, me tenir par les épaules. André! Et il me prend vers lui. Il me serre vers lui. C'était mon ami au commando français. C'était mon chef de section au commando français. Et nous étions très proches. Lui était fils de rabbin et moi d'une famille de rabbins. Et il me prend et il me raconte. Alisa, dis au chauffeur de repartir. Je ne bouge pas d'ici. En 2 heures de temps, il m'a donné un cours d'histoire. Personne ne savait en Israël. Toutes les personnes à qui je demandais, tu as entendu parler du French Commando? Personne. 95% des gens ignoraient. Eh bien, en 2 heures de temps, j'ai su ce que c'était que le commando français. J'ai su comment André avait été engagé. J'ai su les manœuvres, les exercices militaires très importants dans une base militaire française. Donc, en 1995, pour Yom HaZikaron, quelques amis et moi-même, nous nous sommes rendus à Revivim, au cimetière militaire de Revivim. Les gens de Revivim nous avaient accueillis avec ferveur. Ils voulaient qu'on leur parle, qu'on leur raconte qu'est-ce que c'est que le judaïsme algérien. Mais nous voulions voir la Giva, la colline 13, où André était tombé. Et c'est le Menahel Amachot, le chef de la région lui-même, qui nous a emmenés jusqu'à la colline, qui s'appelle d'ailleurs la colline du French Commando, avec 2 mâts au bas de la colline, un français et un israélien, et avec une écriture rappelant qui étaient les membres du commando français
et qui était leur commandant et la bataille qu'il y avait eu dans cette colline, sur cette colline. Vous savez, on dit, je cite toujours les vers de Victor Hugo, ceux qui sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Le cercueil, il n'y avait pas foule. Mais au moins les tombes, qu'on vienne dire un Kaddish, allumer une bougie. 1995, personne ne savait ce que c'était que le commando français. Mon but aujourd'hui, c'est que tout le monde le sache. Et je vous remercie, Nechama, et je vous remercie, Arabe Morali, de prendre ça pour vous, d'en faire une tâche personnelle et nationale. Il faut que tout le monde sache que des jeunes de 20 ans sont morts pour la patrie, alors qu'ils pouvaient avoir un avenir brillant, riche, mais ils s'étaient engagés volontaires pour Israël. Merci beaucoup à Pinchas, et vous avez tous compris et ressenti l'intensité du message qui a été transmis comme ça par notre ami Pinchas. Je peux vous dévoiler comme ça, j'ai eu l'occasion 2-3 fois de l'inviter dans le cadre de mes fonctions en tant que rabbin des prisons, et face aux officiers, et je peux vous assurer que devant un public de personnes aguerries et de militaires, ainsi de suite, il a su faire passer ce message et il a pu donner ainsi faire comprendre l'intensité de ce message, de ce French Commando, de cette poignée d'hommes qui ont été capables de monter, de donner leur vie pour Israël. Je fais appel maintenant à Daniel Martin, que je vois, pour continuer en fait notre explication. Parce que vous avez compris, on a parlé d'André Halimi, on a découvert qu'il était rattaché à un groupe qui s'appelle le French Commando, et on veut en savoir plus. Daniel, merci. Daniel, il faut ouvrir le micro. Ok. Voilà, je pensais que ça se faisait automatiquement. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais, par mon intervention, resituer le cadre du commando français. Alors, l'époque, nous sommes en 1945, la fin de la guerre. Un énorme exode d'Europe arrive en Israël avec les bateaux, avec les Anglais ferment les frontières et en 1947, il y a le vote, en novembre 1947, le vote qui reconnaît Israël et le partage de la Palestine. Ce partage de la Palestine va en même temps déclencher des hostilités de la part des voisins arabes. C'est en fait à cette époque-là que la vraie guerre, que la guerre va démarrer. Et pas le 14 mai 48, comme on le dit beaucoup plus souvent. Dès 47, fin 47, la guerre éclate en Israël. Maintenant, cette période-là, elle est mêlée en Israël à un sentiment d'espoir, de renaissance, de naissance nouvelle de la patrie. Les soldats sont peu nombreux et qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, les Juifs voient leur espoir de plus de 3000 ans, l'an prochain à Jérusalem, se réaliser. Ils sont loin, mais ce réveil identitaire va se faire par un engagement militaire. Et voilà. Alors, on voit sur cette diapo pourquoi le commando Tsarfati est lié
à Beersheva, au Negev, d'abord parce que le commando a délivré Beersheva et qu'il est rattaché à la Khativat à Negev. C'est d'ailleurs, on voit en haut de la photo l'andarta, le mémorial de la Khativat à Negev, et en contrebas, il y a donc le mémorial du commando de Tsarfati, comme s'ils étaient ensemble. C'est vraiment, et je pense que je le dis dès maintenant, mais l'un a amalgamé l'autre, c'est-à-dire que le commando Tsarfati a un peu disparu dans la Khativat à Negev. Donc, le commando Tsarfati a plusieurs fonctions. La première, c'est de ravitailler les kibboutz qui sont désenclavés. Toute la zone du Negev est occupée par l'armée égyptienne et Beersheva en particulier est complètement sous domination égyptienne, en plus que le partage de la Palestine donne Beersheva aux Arabes. Donc, toute la région du Negev proche de Beersheva est privée de communication. Le commando de Tsarfati va permettre de ravitailler et de créer une liaison dans tous ces kibboutz. Fort de cette expérience-là, le commando, en tant qu'unité de combat, va être chargé de la libération de Beersheva. Alors, il faut savoir que Beersheva, à l'époque, il y a environ 400 000 habitants. Je ne sais pas si j'ai un zéro de plus ou un zéro de moins, mais enfin, et si on peut me passer 400 000, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, je pense que c'est beaucoup pour l'époque, surtout. Ah oui, c'est énorme. S'il y a 40 000, c'est bon. C'est possible de me passer Shmuel, Voilà. Et il y en a une avec Beersheva, peut-être? Bon, c'est pas grave. Et à la tête de ce commando Tsarfati, voilà, on a une personnalité dont le grand rabbin parlait, et Teddy Dupré, Teddy Dafré, voilà, c'est cette image que j'attendais. Et Beersheva est complètement géré par les Égyptiens, impossible d'y rentrer. La fonction du commando va être de rentrer dans Beersheva, de libérer Beersheva. Et Beersheva, il faut savoir que ce n'est pas simplement la capitale du Negev, c'est au niveau aussi historique la ville d'Abraham, de nos patriarches. Et retrouver Beersheva pour des Français qui sont venus ou des gens qui sont venus d'Afrique du Nord, comme l'a précisé le grand rabbin, c'est un engagement et c'est en même temps un message d'espoir. Ce bataillon commando français va non seulement libérer Beersheva, mais en même temps, il va réveiller pour la suite l'identité, le sentiment d'appartenance et donner un putsch à la création de l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la libération de Beersheva? Beaucoup de soldats sont repartis, d'autres, il y en a qui sont morts, qui sont enterrés à Revivim. Et je signale, puisque nous sommes allés à Revivim avec le rabbin Morali, que les gens du kibbutz sont parfois déçus de voir si peu de francophones fidèles à l'engagement de leurs compatriotes pour la naissance d'Israël. Si vous êtes dans le sud, si vous avez l'occasion de vous balader, faites un détour à Revivim et demandez d'aller pèleriner sur la tombe des soldats français.
C'est très important pour leur mémoire et pour nous aussi en tant que francophones habitant en Israël. C'est important de renforcer le message d'appartenance. Nous aussi, on a notre petite part à la création de l'État d'Israël. Et depuis 2004, la ville de Beersheva a installé plusieurs choses à la mémoire du commando. Là, on voit ici la brigade du Negev, comment ça se dit, brigade à Negev. Et en contrebas, je vous l'ai fait voir tout à l'heure dans la première diapositive, il y a l'entrée du mémorial. Et voilà. Et ce mémorial-là rappelle la bravoure des soldats francophones. On regarde en face de nous, vous voyez sur la droite, il y a un quartier en construction, c'est les nouveaux quartiers de Beersheva. Et sur la gauche, vous avez la zone industrielle de Beersheva. Le message du commando Tsarfati, c'est pas simplement d'avoir délivré Beersheva, c'est pas simplement d'avoir libéré et donné un espoir, c'est aussi, comme l'a dit, à l'époque de l'inauguration du mémorial pour le Mahal, c'est que tous ces soldats sont venus dire à Israël, vous n'êtes pas seuls. Le grand message de la solidarité des Juifs de France avec Israël. Le message là de ce mémorial face à la construction de Beersheva, au nouveau quartier, c'est la dernière image que je voudrais que vous gardiez du commando Tsarfati par rapport à son histoire. Oui, la francophonie a participé à l'établissement d'Israël. Oui, on peut être fier de nos soldats israéliens, mais le commando Tsarfati a sa place et merci à Monsieur Bartov de nous avoir insufflé ce désir de mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on voit, ça c'est la dernière chose qui a été créée en 2004, un rond-point à Beersheva à la mémoire du commando Tsarfati. Voilà, avec une petite sculpture moderne, mais enfin, on existe. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir replacé dans le contexte et nous avoir donné ainsi la compréhension et l'importance d'un petit groupe, mais qui a été déterminant et que nous devons les uns et les autres prendre pour image. Je voudrais continuer, merci beaucoup, je voudrais continuer en donnant la parole à Johan Botbol, qui est un des animateurs de ce site. Il s'occupe de l'Ilmod et du Houg du professeur Beno Gross. Il voudrait nous lire en fait une lettre, je crois la dernière, il va nous dire exactement, d'André Halimi, qu'André Halimi a eu l'occasion d'écrire à son père. Son père était rabbin et ils se sont parlé en ivrit et vous allez être surpris, je ne sais pas si vous allez avoir la version hébraïque, mais il n'est pas dans un très beau hébreu et donc de ce fait, regardez la puissance et la force de ce André Halimi qui a 20 ans, quelques jours avant de disparaître, mais qui a la force d'écrire à ses parents cette lettre. Je donne tout de suite la parole à Johan. Merci beaucoup, Rav Sadia. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, d'avoir été participant grâce à toi, Rav Morali, avec le Houg Beno Gross. Je voulais vraiment te remercier pour ça, pour le fait qu'on soit capable de s'unir pour faire des choses grandes. Et je vais conclure un petit peu le côté historique, puisque après on aura l'occasion d'avoir des rabbins qui vont nous parler. Mais pour fermer le côté historique, justement cette lettre. Alors il y a la version hébreu, je suis allé directement à la traduction. Et effectivement, il avait un hébreu, comme tu l'as rappelé, un hébreu parfait, lorsqu'il était en France. Et il écrit comme ça. Donc c'est André Halimi, ce fameux copain que Pinchas Bartov a cherché pendant plusieurs années.
C'est la dernière lettre qu'il va écrire. Et André Halimi écrit comme ça, « Mes chers », il envoie cette lettre à ses parents. « Mes rêves se sont réalisés. Je suis arrivé, Be'eretz HaKodesh, je suis arrivé en terre d'Israël. Je ne vais pas attendre une seconde de plus pour exprimer mon bonheur. Quel dommage que vous ne soyez pas avec moi ici et que je n'ai pas de vos nouvelles. J'ai quitté la France il y a 15 jours. 12 jours de trajet. Il est très difficile de décrire les conditions de voyage catastrophiques. Mais peu importe. Une seule chose est essentielle. Je suis arrivé en Israël. » Il continue sa description. André Halimi dit comme ça. « Pour arriver à notre logement, nous avons passé la route depuis Tel Aviv vers Haïfa. Papa, si tu voyais ce que les Juifs font en Israël, tu serais tellement fier. De part et d'autre de la route. On observe des fermes, des kibbutzim, des moshavim, des villages en construction. Papa, imagine-toi que je suis un des rares qui sait parler l'hébreu. Et ma fierté est très très grande. » Voilà, il continue la lettre, mais cette lettre elle est poignante à mon avis puisqu'elle ferme le cercle qu'on a ouvert avec Pinchas Bartov. Mais essayez d'imaginer que ce commando de Tsarfati, c'était à peu près une centaine de personnes, puisqu'il y en a eu 60, après il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Il y a à peu près une centaine de personnes de ce commando de Tsarfati. Et essayez d'imaginer, ça c'est une lettre. Alors essayez d'imaginer la motivation, en fait, c'est des centaines de lettres qu'on aurait pu récolter comme ça, de gens qui étaient tellement contents, tellement fiers d'arriver, de venir en Israël. Le dernier point, j'aimerais dire, une donnée très importante, un tiers des combattants de 1928 sont des Mahal. Mahal, c'est Mitnadev Roul, c'est-à-dire des gens qui se sont portés volontaires, habités en France, en Belgique, aux États-Unis, peu importe, des volontaires qui se sont portés volontaires en dehors d'Israël pour venir combattre. Un tiers des combattants de 1948. Donc on doit rendre hommage ce soir au commando de Tsarfati et à tous les Mitnadev Roul, tous les volontaires d'en dehors d'Israël qui viennent jusqu'à aujourd'hui servir dans l'armée d'Israël alors qu'ils ne sont pas citoyens de l'État d'Israël. Voilà, merci beaucoup. Yohan, merci beaucoup pour ce merveilleux témoignage. On continue ce soir avec cette fois un autre témoignage, le fils d'un combattant, Yosef Lombroso Zal, qui a participé au combat. Et c'est son fils, Olivier Lombroso, ou Chaim, je ne sais pas sous quel nom il apparaît ce soir, Olivier ou Chaim, donc qui va nous parler. Alors, son papa a la particularité, il a quitté Israël, il est revenu il y a quelques années, il est décédé aujourd'hui, mais il a écrit un petit livret rapportant son histoire, sa guerre, et donc c'est à ce titre-là que j'aimerais en fait l'écouter maintenant. Avec cette précision, c'est que s'il y a des personnes qui ont été en contact avec ce commando, s'ils ont l'amabilité de se signaler et de prendre contact pour que nous puissions rassembler le maximum de témoignages par rapport au commando à Tsarfati. Merci à vous. Alors, je passe la parole tout de suite à Olivier Lombroso. Il apparaît quelque part? Peut-être c'est Jacques. Je ne sais pas. Olivier ou Chaim, je ne sais pas sous quel nom il apparaît. Voilà, il a ouvert son micro. Votre vidéo, monsieur Lombroso. Non, je suis Jacques Lombroso et je ne connais pas Olivier Lombroso. Excusez-moi. Ah. Chaim, on vous attend. Sous quel nom vous êtes? Ça y est, c'est bon. Ouvrez votre micro. Ok, très bon. C'est à vous. Bonsoir. Donc, je préfère m'appeler Chaim, Chaim Ben Yosef. Donc, mon père est né en 1927 en Tunisie. On va dire c'était, pour moi, c'est mon histoire. Et c'est l'histoire de mes enfants, puisque maintenant on est en Eretz Israël et c'est un petit peu c'est notre héritage. En 1927, il est né.
père est décédé le jour de sa bar mitzvah en 1940 et ses parents lui avaient donné, on va dire, cet amour d'être juif. Et pas simplement d'être italien ou d'être d'origine française ou parler français, parce que dans ces pays-là, on baragouinait toutes les langues, mais être juif, c'était avant tout le plus important. En 1947, le Shabbat, il n'y avait pas grand-chose à faire, même s'ils n'étaient pas tous pratiquants, mais il y avait des mouvements de jeunesse, soit c'était des mouvements de jeunesse qui étaient proches des Jabotinsky ou des Ben Gurion, donc un grand combat entre tous. Et ils apprenaient un petit peu l'hébreu, à chanter et autres. Et dans les champs, loin des Arabes, loin de tout le monde. Et à un moment donné, il y a des mouvements, il y a des gens de la Gent juive qui sont venus et qui les ont poussés à monter en Israël. Donc, mon père a 21 ans lorsqu'il part en Israël, en juin 48. Il se retrouve à Marseille. Donc, c'est bien ça, monsieur Sayada, j'ai repris un petit peu l'historique. Ce bateau-là remonte jusqu'à Hambourg. Quelques personnes se font prendre à 7 et ne peuvent pas partir en Eretz Israël. En juillet 48, donc une dizaine de jours, ils arrivent à Haïfa et ils sont directement embarqués dans le futur Palmar. De là, on va parler maintenant de on va dire, de l'épopée, on va dire, on peut dire grâce, on va dire à ce Gdout Sarfati, puisque mon père n'a jamais dit commando ou autre, mais le Gdout Sarfati, avec Teddy Ethan et non pas Eddie Ethan. Mon père disait Teddy Ethan, le commandant Teddy. Laura, on va dire qu'il ne savait même pas se servir des armes, rien du tout. Ils ne savaient pas cuisiner, ils ne savaient rien. Ils étaient tous jeunes, ils avaient entre eux, comme disait, ils avaient soit une fausse identité, une fausse information sur leur âge. Ils ne se connaissaient pas. Chacun avait une culture, mais ils avaient une culture européenne. C'est la différence que des autres personnes qu'ils auraient pu rencontrer après par la suite, qui étaient Thémani ou qui n'avaient pas du tout la même culture qu'eux, mais ils avaient une culture européenne. Et mon père m'a raconté une histoire que je voulais raconter. C'est un hommage également à tous ces soldats. J'ai une émotion par rapport à cette histoire parce qu'elle est belle. Mon père avait son meilleur ami. Il lui avait dit, voilà, je voudrais me reposer. Est-ce que tu peux me remplacer? Est-ce que je peux prendre la garde de minuit et toi, tu prends la garde et toi, je prends ta garde de 8 heures à minuit. Lorsque mon père arrive vers minuit pour faire le remplacement, il retrouve l'ensemble des soldats, des Khayalim, égorgés. Et les soldats ennemis arabes avaient coupé les parties et leur avaient mis dans la bouche. Lorsque mon père m'a raconté cette histoire, j'avais une dizaine d'années et j'ai dit, comme on dit, plus jamais ça pour la Shoah, non, maintenant, on a un État d'Israël et il faut en être fier. Et donc, c'est également se rapporter également par rapport à tous ces combats. Il y a des gens qui ont été prisonniers. J'ai appris qu'une personne avait été prisonnier par les Égyptiens et pendant presque 2 ans avait été restée dans les geôles égyptiennes. Cette personne s'appelait Albert Seba ou Albert Charar, qui a été l'un des fondateurs d'Elat, qui était d'origine de Constantine, d'accord, alors que mon père était tunisien. Ils se sont rencontrés dans les années 2005-2006. Bon, ils ne se souvenaient pas trop, parce que vous savez, avec les années, on oublie. Et après, mon père a été démobilisé en 1949. Il a été infirmier de Paula Ben Gurion et après également Ganan, également avant ça, de la tombe de Théodore Herzl qui a été déplacée. Donc, mon père, à ses 80 ans, a voulu nous donner un petit peu, nous transmettre cet héritage par un écrit, donc en reprenant plein d'informations. Et il a écrit un petit livre qui est là. Cette photo-là, c'est Malcha actuel, c'est le Malcha d'avant, qui a été fondé par, Malcha a été fondé par des Juifs tunisiens, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Voilà ce que je voulais dire et que c'est vrai que c'est merveilleux de rappeler un petit peu qu'il y a eu un commando ou un bataillon ou un gdout Sarfati, des gens qui aimaient Israël,
qui ont voulu combattre et qu'on parle plus malheureusement de Wingate et on fait une grande éloge de Wingate et pas de ces soldats francophones qui aimaient Israël et qui nous ont donné à nous cet amour d'Israël et qu'on a envie de donner à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà. Je vous remercie beaucoup et Hanouka Sameach. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un élément important encore, nouveau à mettre à ce dossier qui, à mon avis, est plein de richesses. Par la présence de chaque individu, chacun avec son histoire, a apporté comment il a vécu, comment il a transmis le message. Et kol hakavod à votre papa Zal et kol hakavod à vous de reprendre le flambeau aujourd'hui. Je répète ma proposition, s'il y a des personnes qui ont été en contact avec le commando, eh bien, qu'ils se signalent, ça sera avec plaisir que nous écouterons. Vous voulez rajouter? Mettez votre micro. Ouais. Je voulais rajouter quelque chose. Dans le livre de mon père, il avait un de ses amis. Bon, je pense que ce monsieur-là est également décédé, mais un nom rare, Piperno. Donc, il s'appelait Piperno, également, j'imagine, d'origine tunisienne. Et qui, on va dire, mon père me disait souvent, j'aimerais tellement revoir mon ami Piperno. Donc, si des gens connaissent des Piperno ou Pipernos, voilà. Et qui. Est-ce que le livre que votre père a écrit, il y a possibilité de le revoir à l'écran? Oui, c'est un livre qui a été édité que pour la famille, pour ses 80 ans. Daniel en a un, je crois, un exemplaire. Donc, elle pourra vous le transmettre. Voilà. Oui, c'est ça. Remettez-le devant l'écran parce que des gens ont demandé à le voir. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, attendez. Je ne vois pas. Voilà, un petit peu. Voilà, très bien. Là, on voit, à l'intérieur, on voit des photos. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois un petit peu. On voit un petit peu, sinon c'est Daniel Martin. Voilà, c'est des photos du groupe. Je vais se mettre un petit peu loin. Un peu en arrière. Voilà, la jardinière tombe des Torah Herzl. Et là, c'est le 20 janvier 49 au lycée Herzliya de Tel Aviv. Oui, on ne voit pas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Mais Daniel aura plus la chance de pouvoir vous transmettre le livre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Je voudrais, c'est maintenant quelques minutes de recueil de réflexion, puisque je vous ai dit que c'est la Haskara ce soir. Donc, on était il y a 1 an ou 2 sur place. Vous allez voir le film, on fait voir les tombes dans ce cimetière de Révivim qui est magnifique, au demeurant. Et pendant ce temps-là, je ferai la Haskara, pour rappeler la mémoire de tous ces hommes qui sont tombés à ce moment-là. מלא רחמים שוכן במרומים אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים אזור הרקיע מאירים ומזהירים למשמות החיילים צבא הגנה לישראל במסגרת הקומנדו הצרפתי שנפלו במלחמות ישראל על קדושת השם למשמעת אדגר דרפיס ישראל חלימי, מרדכי חלימי, אוריון שלום, פפר פרד, גולדין אלכסנדר, סטנדוף ראובן, מרדכי טויטו, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור החיים את נשמותיהם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.
Voilà, nous pouvons donc clore une première partie de notre soirée, mais la seconde partie tout de suite commence avec les divrei Torah, parce qu'il me paraissait fondamental que sur cette note historique devait être liée à cette note spirituelle, et ça va être le fait de nos deux rabbinim qui vont intervenir. J'ai tout d'abord le Rav Claude Spingard de Strasbourg. Est-ce que le Rav Spingard est en ligne? Oui, je pense. Oui, alors est-ce que… Je pense que tu m'entends. Oui, je t'entends. Est-ce que Johan voulait nous faire le jungle peut-être, le nouveau… Non? D'accord. Alors on va écouter tout de suite le Rav Claude Spingard de Strasbourg. Il a déjà eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois dans le cadre de nos Zooms. C'est un sport non pas national, international actuellement, le Zoom. Et à chaque fois, c'est avec bonheur qu'on l'écoute. Alors Claude, on t'écoute avec plaisir. C'est vrai, je ne fais pas beaucoup d'autres sports, un peu de vélo. Voilà. Je suis heureux de m'associer à votre soirée. Bon, une soirée pleine d'émotions, pleine de pudeur. Quand tu m'as contacté, Rabbi, c'est il y a un certain temps, parce que je t'avais une fois dit que mon père avait participé aussi à cette guerre d'indépendance et tu voulais que j'en dise quelques mots. Je dois dire qu'il n'a pas fait du tout partie de ce commando-là. Lui a fait partie, à la fin de la guerre, quand ils ont fui la botte nazie, bon, il faisait partie des fermes agricoles, lui et maman. Mes parents, j'ai le bonheur de les avoir encore, ils sont encore vivants. Et donc, ils étaient à Talué, donc des fermes agricoles où il y avait la direction de chameaux qui est bien connue. Et ensuite, il y a eu un passage des Pyrénées mémorable pour mes parents. Ils ont été vendus aux nazis, je passe sous les détails, ils sont passés en Espagne. Et là, il y a eu un bateau qui a été affrété et ils sont arrivés en Eretz Israël, athlètes, bon, les périples habituels. Ils sont allés à Deganiabet. Et papa et maman sont parmi les fondateurs de Ena Natziv. Voilà leur histoire. Et immédiatement après, ils ont été pris, papa a été pris à l'armée. Et bon, voilà. Mais je dois dire que malgré ces années sombres, difficiles, les plus belles années de la vie de papa, ce sont ces années en Eretz Israël où il a été un des bâtisseurs. Voilà. Alors, j'aimerais peut-être très simplement l'illustrer parce que tu m'as demandé de faire… Sans vouloir t'interrompre, je veux dire que ça mériterait un sujet, une soirée d'études spécifique par rapport à tous ces gens qui se sont donnés au commando de Sarfati, mais aussi dans la création des kibbutzim, entre autres comme l'action de tes parents, et ils mériteraient eh bien, notre reconnaissance et de la connaissance tout simplement de toute cette action. Merci à toi encore d'avoir témoigné. Merci. Merci. Voilà. Et au-delà de notre amitié, je voulais peut-être, puisque tu m'as demandé de faire un petit Dvar Torah. Alors, j'aimerais me référer au passouk auquel avait fait référence donc le grand homme de France, Vaïvater Yaakov le Vado. Et là-dessus, Rashi nous dit, c'est un Rashi très connu qui nous dit que Shachar Trimtanim, il a oublié des petites fioles. Il allait les rechercher, c'est la raison pour laquelle il est resté seul. Et là-dessus, il y a un des commentaires, le Dad Zekinimibal et Atosfot, il nous dit, il est resté le Vado, il fait un jeu de mots, il dit, il va taire le cadeau. Puisqu'on est à la veille de Hanouka, il est resté pour chercher cette fiole. Il est resté seul, il est resté pour chercher les fioles. Là-dessus, si vous regardez le Me'am Loez, le Me'am Loez nous dit quelque chose de tout à fait spécial. Il s'interroge pour savoir, mais qu'avait comme fonction cette fiole d'huile? En quoi ces fioles étaient tout à fait particulières? La Gemara propose des problèmes, des solutions, mais le Me'am Loez en propose une tout à fait originale. À savoir qu'il faut venir 20 ans auparavant. Lorsque Yaakov avait quitté Beersheva, puisqu'on a parlé de Beersheva ce soir, Vaïlech Harana. Et là-dessus, pendant la nuit, il a eu le fameux songe, le songe, la prophétie où Hachem assure d'être à ses côtés. Au matin, Yaakov, nous dit le texte,
il a pris la pierre Asher Sam et Ra'ashotav qu'il avait mise sur sa tête, Yitzok Shemen al Rosha, il a versé de l'huile sur le sommet de la pierre. Le même Loez là-bas s'interroge dans la Sidra de Vayetse, mais d'où est-ce que Yaakov avait de l'huile? Finalement, lorsque je pars en voyage, je vous garantis, je ne prends jamais d'huile. Et d'après les commentaires, il y a même Eliphaz, le fils de Esav, qui a poursuivi parce qu'il avait l'ordre du père de le tuer, et finalement il a dépouillé Yaakov, donc Yaakov n'avait rien. Et tout d'un coup, Vayitzok Shemen al Rosha. Là-dessus, le Me'am Loez, d'une façon tout à fait magnifique, nous dit que cette huile qui lui a paru, ce nes quelque part, c'est le miroir du tréfonds de ce que vivait Yaakov Avinu. Yaakov avait une flamme tout à fait particulière, et c'est ces titres-là à vous, cet enthousiasme qu'il a toujours eu, eh bien c'est cela qui lui a permis de trouver cette huile-là. Et nous dit le Me'am Loez, cette fiole était tellement importante pour Yaakov, jamais il l'a quittée. 20 ans ou 22 ans après, quand il revient dans le pays, cette fiole ne le quitte pas. Et au moment où justement il s'apprête au combat et à la rencontre avec Esav, et qu'il partage le camp, tout d'un coup, il se rend compte qu'il a oublié cette fiole. Et donc, il retourne, il traverse la rivière pour la chercher, et c'est là qu'il y a le combat. Alors naturellement, ça auréole le combat d'une toute autre signification. Il ne s'agit pas simplement de combattre le Sarchel Esav, mais il s'agit de savoir si cet enthousiasme, cette flamme, ce moteur qu'il avait, est-ce que 20 ans après, il le possède encore. Ça, c'est un des combats essentiels de la vie. Et c'est la raison pour laquelle le Me'am Loez fait référence, en étant très très rapide, à ce fameux passage de Mlachim qu'on connaît tous, qui est la Haftara du Shabbat Vayera. Et là-dessus, où il y a la femme d'un autre Navi, de Ovadia, qui va chez Elisha et qui lui dit « Ah, mon mari s'est occupé donc de s'occuper de Talmidim et on a tout pris et on a pris nos enfants. » Et tout d'un coup, il y a le prophète Elisha qui dit à cette femme-là « Yomer Elia Elisha, ma eselach, gidila ma yeshlach babayit. » Dis-moi ce que tu as à la maison, Vatomer en le shifrater babayit, im asur shamen, je n'ai qu'un doigt d'huile. Là-dessus, le commentaire est tout à fait extraordinaire. Je crois que c'est le Malbim qui nous dit « Ma eselach, yen abracha shora al-ayin. » Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'une bénédiction, parce qu'un miracle ne peut pas avoir lieu à partir de rien. Rak davar yesh. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Et quand elle a dit qu'il y avait le asur shamen, qu'il y avait ce doigt d'huile, eh bien, il savait qu'il y aura une solution. Je terminerai, puisque j'ai entendu le Kelma le Rachamim, un Sfarad pour moi, eh bien, on fait une ashkaba, et le Zohar HaKadosh s'empare de ce passage-là, le passage de Melachim, il nous dit « Tov Shem Shemen Tov ». Donc, c'est le début de la ashkaba. Là-dessus, la traduction classique, Tov Shem, mieux vaut un bon renom, Shemen Tov, plutôt que de la bonne huile. Pourquoi? Parce qu'un bon parfum, quand il émane de son odeur, eh bien, les bénéficiaires, ce sont ceux qui sont autour de la personne. Alors que le Shem, le renom, il va d'un bout du monde à un autre bout. La traduction classique. Le Zohar HaKadosh sur ce verset nous dit pas du tout. Tov Shem min Shemen Tov. Le Shem est bon lorsqu'il jaillit min Shemen Tov, une bonne huile. La bonne huile,
c'est notre enthousiasme, c'est notre flamme, c'est notre capacité à bouger. À partir du moment où la flamme, eh bien, elle est d'abord intérieure, eh bien, c'est ce qu'on dit du point de vue de l'halakha, puisqu'on est à la veille de Hanouka, Hadlaka Yosa est un mitzvah. En réalité, du point de vue de la halakha, vous savez très bien que si la fenêtre s'ouvre et immédiatement après qu'on ait allumé la lumière et qu'elle éteigne les bougies, eh bien, je suis yotse, je suis acquitté de mon devoir. Pourquoi? Parce que l'essentiel, ce n'est pas la durée, l'essentiel, c'est d'être capable de faire jaillir la flamme. Comme ces jeunes ont été capables donc de donner toute leur vie, Baruch Hashem, il y en a qui sont restés vivants comme mes parents, mais il y en a d'autres qui ont sacrifié, plutôt, je n'aime pas le mot sacrifié, qui sont morts al Kiddush Hashem, qui sont morts pour la réalisation de notre pays, de votre pays. Eh bien, Yizicham Baruch, et merci de m'avoir donné la parole, cher Sadia. Claude, un grand merci pour ce témoignage. Et en même temps, puisque nous sommes pendant la période de Hanouka, on comprend que chaque lumière vient allumer une autre lumière. Il suffit d'un tout petit feu pour éveiller et allumer un grand feu. Et par l'intervention des uns et des autres, je suis convaincu que les uns et les autres, nous nous renforçons par rapport aux lumières de Hanouka. Dans quelques instants, nous allons écouter le Rav Eitan Fison, mais je voudrais tout d'abord te remercier et remercier tous les intervenants, et plus particulièrement mon gendre, qui est le maître d'œuvre au niveau technique de toute la soirée, à Shmuel, un grand merci, et à une autre personne que je n'ai pas citée, Nechama, de Ra'anana, qui nous a permis techniquement d'organiser à chaque fois les rencontres et les voyages à Revivim, et c'est le moment de les associer. Et mon gendre, et en même temps, Nechama, un grand merci. Claude, et Hanouka Sameach pour vous. Hanouka Sameach. On a l'occasion toujours de participer à des échanges et d'écouter tes livrets Torah. Merci beaucoup. Maintenant, je veux redonner la parole à Johan avec un petit jingle avant de recevoir le Rav Eitan Fison. Le Rav Eitan Fison est en ligne? Le Rav Fison est là. Super. Rav Fison. Alors, Johan, tu m'as dit que tu voulais mettre une musique un petit peu pour nous réveiller. Non, je vois que le Rav Fison est en train de se connecter. Éric Fison, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Alors, je peux dire un mot. Fison est connu. Le nom de Fison, deux secondes. Le nom de Fison est connu parce que Bruno Fison, le grand rabbin de Metz, en fait, on a étudié ensemble à l'école rabbinique. On était aux EI ensemble et on a été à l'école rabbinique ensemble. Donc, on s'est connus, on connaît. Et voilà que Eric, le frère de Bruno, que j'ai connu aussi, en fait, la nouvelle génération apparaît, le Rav Eitan Fison en lettres flamboyantes, et il apparaît donc un Rav en Israël. Et Baruch Hashem, on a ce soir le plaisir de l'écouter pour nous donner ses lumières sur la soirée. Rav Morali, j'aimerais remercier tous les participants et dire que c'est fantastique, cette union. Il y a des gens qui habitent aujourd'hui à Tel Aviv, à Jérusalem, à Ashdod, et qui m'ont dit quel plaisir d'écouter le Rav Claude, qui était mon ancien rabbin à Strasbourg. Donc, remercier tous ceux qui ont œuvré, le Chug Ben Gros, l'Ilmod, ceux qui ont partagé l'information, les Bnei Noir 70 Nations qui ont aussi partagé cette soirée, puisque on parle de Teddy qui n'était non-juif. Également Midrash et Yehuda qui a relayé l'information. Et à vous tous, vous êtes plus de 200 personnes, vous êtes sur Zoom 135, vous êtes encore une cinquantaine de personnes sur YouTube. Alors merci à vous tous de rendre ce soir cet hommage aux commandos français. Et comme je l'ai dit, Rav Morali, c'est pas que à eux qu'on rend hommage finalement, c'est à tous ceux qui viennent dehors d'Eretz Israël, qui viennent Mitnadev. Moi je me rappelle, il y a des gens qui font l'armée, ils viennent un an, ils donnent un an de leur vie pour la terre d'Israël, et puis après ils repartent. Parce que pour eux c'est un devoir, même s'ils ne sont pas citoyens, ils se sentent obligés de venir donner de leur temps, et parfois même leur vie, pour l'État, et puis après ils repartent de là où ils sont arrivés.
Rafizon, est-ce que vous êtes là? Alors, on met une petite pause musicale et j'espère qu'il va arriver. La pause musicale. Ouais. תחת איזה שם הוא כאן? En direct, découvrons l'histoire des soldats de Hanouka de 1940. Hommage au commando Sarfati. Le Rafizon se connecte, il est en train de faire une Hanouka de Baït à Jérusalem, Irakodesh, et donc il arrive. Rav Sadia, peut-être encore un mot sur ce commando de Sarfati, puisque c'est un peu toi qui, il y a 2-3 ans, qui a eu cette idée, qui a redécouvert, il faut dire la vérité. Quand on fait des recherches sur Internet, on trouve presque rien. Même chez des guides israéliens, c'est très peu connu. Exactement. Il y a, à mon avis, un effort. Il y a eu le livre donc, de Negev qui a été écrit par l'ancien commandant Teddy Dupré. Et il y a eu des livrets qui ont été établis par les familles des anciens du commando. Mais il y a, à mon avis, tout un travail de base à faire par rapport à cette information. Alors, Daniel a eu la gentillesse déjà de commencer à travailler sur ce sujet, à écrire quelques articles. Mais je crois que si c'est l'effort de tout un chacun, de toute personne qui se sent là, mais qui a des connaissances en la matière, de participer et de rajouter, de faire en sorte que ça ne passe pas aux oubliettes. Vous savez, cet enseignement des Chachamim qui nous dit la chose suivante, que lorsque une personne est décédée, mais que l'on continue à parler d'elle, en fait, elle n'est pas décédée, elle n'est pas morte, elle est toujours vivante. Son âme est toujours vivante. D'accord? Et donc, c'est cette idée, c'est de faire que ces jeunes-là qui sont partis, et leur âme est toujours présente dans la mesure où nous en parlons, nous évoquons leur mémoire ce soir, 75 ans après, à peu près, nous continuons à commémorer leur mémoire et leur sacrifice. Alors, est-ce que c'est un sacrifice? C'est surtout un Kiddush Hashem qui a été accompli. Est-ce que chacun était habité de cette dimension? Certainement. Et donc, à ce titre-là, on se doit de rappeler leur mémoire et de rappeler cet effort-là. Johan, je te propose de nous relier tout de suite avec le Rafizon, s'il arrive. Le Rafizon est en train de se connecter. Oui. Voilà, on le voit. Rav Etan est avec nous. Alors, Rav Etan Fizon, vous êtes Rav dans la communauté de Jérusalem, la communauté de Shorashim. Et vous êtes également combattant, ou même ancien combattant, ou réserviste plus exactement. Vous êtes officier, Katsine, réserviste. Et je te demande d'allumer ton micro pour qu'on puisse entendre ton Dvar Torah ce soir sur Hanouka, la Gvoura de Hanouka d'un côté, et aussi ce commando Tsarfati. On a nommé ça les soldats de Hanouka de 1948. On t'entend, Rafizon, c'est à toi. Super. Quelle présentation, ancien combattant. Oh là, ça me fait quel âge quand tu m'appelles ancien combattant? Ça, c'est une bonne question. Alors, les amis, d'abord, c'est un honneur pour moi de participer à cette soirée toute particulière. Et vraiment, je dis toute particulière parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de rendre hommage d'abord à des gens qui ont décidé de venir aider le peuple juif. Comme vous le savez, je pense qu'on a déjà assez parlé ce soir, le commando des Français n'était pas composé que de combattants juifs, mais également de combattants qui ont décidé de prêter main forte à la destinée d'Israël qui ressuscitait de ses cendres après 2000 ans d'exil. Et donc, rendre hommage aux gens
qui aident le peuple juif à remplir leur rôle et leur identité, eh bien, c'est assez extraordinaire. Au-delà de cela, quand tu me parles de commando français, eh bien, j'ai envie de te dire que moi, ça me parle personnellement. Tu sais, enfin, vous savez tous, quand on vient en Israël, les unités qui sont, on va dire, plus ou moins les unités des Français. Et j'ai eu la chance d'être moi-même assigné, et j'ai passé les tests pour être dans un commando antiterroriste dans lequel il n'y avait pas de Français. Résultat des courses, on m'appelait le légionnaire à Tsarfati, un légionnaire à Tsarfati. J'étais le seul Français dans l'unité, et donc, eh bien, je me sentais un petit peu comme un expatrié qui était regardé de loin comme étant le Français qui est venu. Et j'ai eu la chance de me faire accepter par mes pères et par mes frères comme étant partie intégrante de l'identité d'Israël, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Gévoura? Dans cette soirée, on a entendu les témoignages, on a entendu les exploits du commando français, et j'aimerais qu'on comprenne une chose. Quand je dis, et je parle de non-juifs qui sont venus aider le peuple juif avant de m'intéresser à l'identité de l'histoire d'Israël, ce n'est pas seulement 1948, c'est de tout temps qu'il y a eu des gens qui ont décidé de venir prêter main forte à la destinée du peuple juif. Par exemple, nous sommes le 24 du mois de Kislev, eh bien, en 1917, c'est le 24 Kislev que le général Allenby rentre à Jérusalem, reçoit les clés de la ville, va les rendre aux Juifs et va ordonner aux Juifs que demain, ils allument les bougies de Hanouka en grande pompe dans la ville de Jérusalem. Ça se passait également un 24 Kislev en 1917. Mais on m'a dit, il faut que tu rattaches ça à la Gvoura de Hanouka, Bayamim Haem, Bazeman Azeh. Je voudrais que vous compreniez une chose très importante. Quand on parle de Hanouka, de la guerre de Hanouka, comme dans la guerre de 1948, la chose la plus incroyable et la chose que nous devons comprendre, c'est les forces en présence. Combien face à combien? Alors, ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes, mais quand on parle de Gvoura, quand on parle de guerre, il faut bien comprendre que le nombre a une influence énorme sur l'issue de la guerre. Le commando des Français, dans les combats dans lesquels ils ont été emmenés à Be'er-Sheva, dans la région de Be'er-Sheva, à Khativat HaNegev, ils étaient pratiquement toujours en sous-nombre dans les combats dans lesquels ils ont été lancés, et pourtant, ils ont ramené énormément de victoires. Le commando de Tsarfati n'est pas le seul dans ce cas-là. Évidemment, Yehuda Maccabi est en sous-nombre de manière absolue face à l'Empire grec qui l'essaye de détrôner. Comment fait-il pour réussir à détrôner un empire tellement plus fort que lui, tellement mieux équipé que lui? Les amis, oui, tout à fait, tu as raison. En général, on parle peu des combattants du Nahal, et pourtant, ils mériteraient tout à fait qu'on s'y intéresse. Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quoi qu'il en soit, comment fait-il pour gagner? Alors, il y a plein de tactiques militaires. On ne va pas faire ce soir une soirée d'explication de tactiques militaires, mais il y a peut-être une chose qui est centrale, fondamentale, qui a commencé avec Yehuda Maccabi, mais en fait, pour être clair, qui a commencé avec la Torah, les combats qu'on voit dans la Torah. La Torah est aussi un livre dans lequel on peut trouver énormément de combats de nos héros ancestraux. Je parle d'Abraham en premier lieu. Abraham va faire la guerre contre les 4 rois babyloniens. Abraham n'a que 318 hommes avec lui. C'est son commando à lui. Comment fait-il pour battre les 4 rois babyloniens guidés par Amraphel? C'est une superpuissance qui s'attaque à une fourmi. Comment la fourmi va-t-elle réussir à battre son ennemi? Rappelez-vous d'une chose fondamentale. Lorsqu'il y a la Brit Ben Abetarim, ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux, Akadosh Baruch Hu va faire une promesse à Abraham. Il lui dit, Vayotse oto achutza. Il l'a sorti à l'extérieur et il lui dit, Abetna shamayma, usfor hakochavim, regarde dehors et compte les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Très bien. Alors, on a appris au GAN, et on a appris à l'école, et on a appris un peu partout. D'ailleurs, ce sont certains commentateurs qui vont le dire également, qu'il est sorti, il a vu un nombre incalculable d'étoiles. Et il s'est dit, ça fait plaisir, ma descendance sera très nombreuse. Mais le Kli Yakar, Rabbi Ephraim Lutzich, le Kli Yakar nous dit,
Non mais attendez, 2 secondes. On n'aurait pas oublié de lire les versets juste après. Les versets juste après nous disent Vaye Hashemesh lavo. Et le soleil s'est couché. Mais c'est après l'histoire de Brit Ben Abetarim. En d'autres termes, si le soleil s'est couché après, eh bien, ça veut dire que lorsque Dieu a dit à Abraham, va dehors et va compter les étoiles, eh bien, il faisait encore jour, les amis. Ça veut dire qu'il a compté combien d'étoiles? 0. Et 0, il n'y avait pas d'étoiles. Im tuchal lispor otam. Si tu peux les compter, koye zaracha. Mais il ne peut pas les compter. Ils ne sont pas là, les étoiles. Mais qu'est-ce qu'il voit par contre? Il voit le soleil. Il voit le soleil et à ce moment-là, le Kliakar nous dit, Dieu dit à Abraham, koye zarecha. Ta descendance, c'est comme ça qu'elle sera. Soleil et pas étoile. Il y a un soleil, mais qui brille de 1000 feux. En d'autres termes, si tu arrives à transmettre à tes enfants que tu es soleil, qu'ils sont soleil, qu'ils sont là pour éclairer, qu'ils ne sont pas là pour être de simples points lumineux dans l'obscurité, alors tu comprendras l'idée. Yehuda Maccabi, son arme principale, c'est de savoir qu'il va gagner. Pourquoi il le sait? Comment il le sait? Il le sait. Parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas émettre l'idée d'échouer. Nos soldats en 1948 sont dans le même cas. Nous sommes 1 contre 7. 7 pays nous attaquent. Et ils sont tellement mieux armés, tellement plus forts que nous. Mais nous n'avons pas le choix. Je vous rappelle que l'objectif de la guerre d'indépendance pour eux, c'était de nous détruire. Pour nous, c'était de ne pas être détruits. Nous avons donc gagné la guerre d'indépendance. Nous sommes là. Et pourquoi? Bien parce que nous étions obligés de nous comporter comme des soleils. Nous étions obligés de ne pas avoir peur d'échouer. Nous devions réussir. Et toutes les personnes qui ont pris part à tous les combats pourront nous dire que ce n'est que avec cette certitude qu'on a réussi à faire des miracles. J'ai raconté très souvent, je le raconte encore et encore, les combats de la guerre d'indépendance sont des combats incroyables. Mais ce n'est pas que la guerre d'indépendance. Les combats de toutes les guerres d'Israël sont invraisemblables. Lorsque, en 1967, le général en chef de la division des blindés de l'Égypte va se rendre à un tank égyptien, israélien. Il se rend à un tank israélien en disant « Je vous donne, voilà, ma reddition ». Il a derrière lui, le chef de la division égyptienne, il a une bonne 50aine de tanks qui sont en train de faire front avec lui. Face à eux, il y a un tank égyptien. Il s'appelle Yankele, le commandant du tank. Yankele Grossman. Et il est tout seul. Il reçoit la reddition de ce chef égyptien. Et à ce moment-là, le chef lui dit « J'aimerais que vous m'emmeniez devant l'officier commandant ». Il ne sait pas où se mettre, Yankele. Il n'y a pas d'officier commandant. Il a foncé tête baissée. Alors je dis qu'il est tout seul, ce n'est pas vrai. Il a un tank à sa gauche et un tank à sa droite, de Reb David et également de Reb Yossi. Ce sont 3 tankistes avec leur tank, c'est 4 par tank. Mais ils ont foncé dans le tas. Et ils ont tellement foncé dans le tas que ça a fait peur à toutes les unités égyptiennes qui se sont rendues, étant persuadées que ces 3-là, c'est sûr que ce sont les éclaireurs d'un groupe énorme. Sinon, ils n'auraient pas osé. Et bien trop tard, le général égyptien se rend compte qu'il vient de se rendre à 3 tanks. Dans la paracha de Shlach Lecha, on nous dira que les explorateurs ont eu peur de prendre la possession de la terre d'Israël parce qu'ils disent ce sont des géants, ceux qui sont là-bas, et ils nous voient comme des sauterelles. Non, ce n'est pas eux qui nous voient comme des sauterelles. Si nous, on se voit comme des sauterelles, alors il est évident qu'il ne faut pas demander à l'autre de nous voir autrement. La gvoura de Hanouka, la gvoura d'Abraham, la gvoura du commando français, c'est de savoir que bien sûr qu'on est moins nombreux, mais ce n'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on est moins fort. Ce n'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on a moins raison. Et ce n'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on n'arrivera pas à montrer que le dévoilement divin passera aujourd'hui par nous. La fête de Hanouka, Rabotai, c'est cela. À la Hanouka, on a l'habitude d'allumer des Hanoukiyot, des petites bougies dans l'obscurité. C'est pas mal d'allumer une petite lumière comme ça à la porte de la maison des 2 mains. C'est très sympathique. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez d'une chose. L'allumage de Hanouka n'est pas l'allumage des petites bougies.
L'allumage de ces petites bougies est un minag qui vient nous rappeler l'appartenance à l'identité d'Israël. L'allumage de Hanouka a son origine, tel qu'on va dire dès demain soir dans la tfila de Alanissim. On va dire Veidliku nerot bechatzerot kodshecha. Et nous avons allumé des bougies dans la cour du Beth Amikdash. Car il faut comprendre, tel que nous l'enseigne Flavius Joseph, lorsque les Maccabim ont gagné la guerre, pas pendant le Hanoukat HaMizbeach, mais bien après, lorsqu'on a fini la guerre contre les Grecs, eh bien le minag, jusqu'à ce que le roi Hérode enlève ce minag parce qu'il détestait tout ce qui était en rapport avec les Hashmonaïm, le minag était de sortir pendant la période de Hanouka la menorah du Beth Amikdash, de la sortir du Kodesh, du Eichal, et de la mettre dehors. La menorah du Beth Amikdash, on ne l'allumait pas que le soir, on l'allumait, elle brûlait toute la journée. Pendant 2000 ans, la fête de Hanouka, Rabotai, était comme ceux qui expliquent sort et compte les étoiles comme étant des étoiles dans la nuit. Pendant 2000 ans, les lumières de Hanouka ont été des petits points scintillants au fin fond de l'obscurité qui nous permettaient de ne pas complètement être annihilés par l'obscurité. Mais la fête de Hanouka aujourd'hui nous permet de rallumer, continuer à allumer nos petites bougies devant la porte le soir pour nous rappeler que nous sommes faisant partie d'une identité. Mais nous espérons pouvoir, sinon pas cette année, l'année prochaine, réallumer la menorah bechatzerot kodshecha, rallumer la menorah en plein jour, pour que cette fois, comme à l'époque d'Abraham, sors et regarde, tu verras qu'il y a un grand soleil, et c'est ainsi que devra se comporter ton peuple. Nous espérons une seule chose, que nous puissions réallumer la menorah, qu'elle brille de mille feux pendant la pleine journée, que nous redevenions les soleils qui sont capables d'éclairer non pas l'obscurité, mais même la journée elle-même. Tu m'as présenté comme étant un ancien combattant. J'ai eu l'honneur de participer à plusieurs des guerres d'Israël. Alors évidemment, pas à la guerre d'indépendance, je n'étais pas vraiment là, mais j'ai participé à partir de la deuxième guerre du Liban. Et j'ai eu la chance de participer également à l'opération de plomb durci. Dans cette opération, en 2009, eh bien, il y a eu la fameuse histoire de Rachel Imenu, qui est venue sauver un bataillon de nos soldats en leur disant « Ne rentrez pas dans ce bâtiment, il est piégé ». Les amis, est-ce que cette histoire s'est vraiment passée ou pas? J'étais là-bas, j'étais à Gaza à ce moment-là, et certes, ce n'était pas à nous que c'est arrivé, cette unité-là, nous étions dans un autre quartier, mais je connais personnellement le soldat qui a vécu l'histoire. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas important de savoir si ça s'est vraiment passé ou pas. Ce qui est important, c'est que ça n'aurait pas pu se passer si on s'était comporté comme des étoiles. Ça s'est passé parce qu'on était à ce moment-là fiers de notre identité, prêts à brandir le drapeau d'Israël une fois encore pour réaliser les paroles du prophète Shmuel qui disait « Netzach Israël, lo yishaker, velo yishtaver ». Chazak u baruch, vechag sameach lekulam. Ethan, un grand merci. Chazak ve'ematz. On a eu le plaisir comme ça de vous écouter et de mettre une autre gerbe à ou allumer une autre lumière à notre soirée. Un grand merci. Et Bezrat Hashem, qu'on ait l'occasion toujours de participer et de s'enrichir ainsi des limoudim des uns et des autres. Chazak ve'ematz. Un grand merci à vous tous qui avez participé à cette soirée. Et Bezrat Hashem, si Johan veut terminer, clôture avec un chant, c'est le moment avec plaisir. Et un grand merci à vous tous. Merci à vous tous. On finit comme le Rav Morali a eu quand il est allé sur place sur ces tombes. Il a fini par Avinu Sheba Shamayim, Tzur Israël Vegolo, la bénédiction pour l'État d'Israël. On va écouter tout de suite le chant que mon père a composé dessus. Mon père Zichron Livracha, Eli Bodbol, a écrit dessus. Avinu Sheba Shamayim. On finit par ça. On est heureux, on est fiers, grâce à ces combattants et grâce à Kadosh Baruch Hu, d'avoir un État ici en terre d'Israël. Hanouka Sameach à tous. Hanouka Sameach. Avinu
שלום